Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Expat et compagnie, c'est avant tout un podcast pour vous faire rêver, pour vous emmener au travers du témoignage de mes invités à découvrir des destinations parfois connues, parfois moins connues, et de vous inspirer au travers de leur histoire pour réaliser votre propre expatriation et oser vous lancer. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Expat et compagnie. Aujourd'hui, je n'interviewe pas un mais deux expatriés, un couple avec un enfant, ce qui est assez rare dans le podcast, et vous verrez qu'ils sont aux États-Unis depuis 6 ans, mais ils se sont engagés dans une aventure de vie pas comme les autres. C'est parti. Bonjour Charlotte et Jérémy. Hello. Bonjour! Alors du coup, vous êtes aux États-Unis, mais où est-ce que vous êtes en ce moment? Parce qu'on reviendra sur cette histoire, mais vous bougez assez régulièrement. Donc là, tout de suite maintenant, d'où est-ce qu'on s'appelle? Où est-ce que vous êtes? On est à Charleston, en Caroline du Sud. En Caroline du Sud. Et si on est super nul en géographie et qu'on ne sait pas du tout situer C'est la sur la Caroline côte du est Sud? des États-Unis, donc au bord de l'océan Atlantique, un petit peu au nord de la Floride pour aider un peu. Ok, au nord de la Floride, donc on est quand même sur un climat hyper agréable en ce moment. Oui, Ouais, 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 vraiment ouais. bien. Ah ouais, en plus on est au printemps là, c'est top. ouais, ok. Ouais, on est au printemps aussi. On a plusieurs heures de décalage avec la France, mais finalement, est-ce qu'on est loin de la France de là où vous êtes? On est plus près, du coup, on est côte est, donc on est beaucoup plus près et on a beaucoup moins de décollage avec la France. On est habitué à Ouais. Los Angeles, qui est beaucoup plus loin. Là, c'est beaucoup plus Mm. facile. Entre 6 et 8 heures d'avion Ouais, de c'est la ça. France, de là où vous êtes. Ok. Et Ouais, donc, vous étiez auparavant à Los Angeles. Ça. Est-ce que c'est vous ça. pouvez nous raconter pourquoi cet épisode est un peu particulier et pourquoi vous êtes ici, mais vous étiez là-bas avant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre histoire? Alors, Allez, nous, raconte. ça fait 6 ans qu'on était expat à Los Angeles. Et en octobre dernier, en octobre dernier, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Du coup, on était coincés, comme beaucoup de monde, du coup, toujours à Los Angeles. Et en octobre dernier, on en a eu assez de payer très très cher de loyer pour finalement rester coincés à la maison. Et du coup, le télétravail, le travail à distance s'est généralisé. Jérémy s'est retrouvé à travailler à distance. Moi, j'ai perdu mon emploi. Et on s'est dit, bah, pourquoi rester enfermé à Los Angeles, payer très cher de loyer, alors qu'on pourrait essayer de découvrir les États-Unis et partir un peu sur la route. Donc, Partir on sur la a route, ouais. tout laissé, voilà, Mm. partir sur la route. Tout quitter et puis essayer de... C'était quoi votre objectif? Essayer de trouver un endroit où vous vous sentirez bien aux États-Unis, Ouais. enfin bien, mieux. L'objectif de ce grand road trip, c'est vraiment de trouver la prochaine ville dans laquelle on va s'installer. Et on a établi toute une liste de critères financiers, nature, plein de choses, des écoles, la distance de la France, plein de choses. Et donc on essaie de trouver la ville idéale pour nous en s'arrêtant chaque semaine dans un endroit différent. Ok. Et alors, Charlotte et Jérémy, vous avez quel âge? C'est quoi votre situation un petit peu familiale? Parce que finalement, c'est rare d'être digital nomade. Est-ce que vous rentrez dans le moule ou vous sortez du moule plutôt? Je pense qu'on est un peu en Ouais, dehors, je hein. pense qu'on est un peu en dehors du moule, là. Présente-toi. Moi, ça m'appelle Charlotte, j'ai 36 ans, j'ai eu un doute, oui, c'est ça, j'ai 36 ans. Je viens de Franche-Comté, une toute petit village de Franche-Comté. D'ailleurs, en fait, je parle pour les deux, mais on vient les deux du même village. Mhm. Ah, C'est genre, incroyable! ouais, ouais, c'est tout petit, la Besançon. Donc même les Français en général savent pas où c'est sur la carte, hein. Très bien. Bah si. Et du coup, on s'est rencontrés quand on était au lycée. Et ça fait de ça 17 ans. 17 ans, voilà. Donc on est ensemble depuis 17 ans. Ah Ouais, oui! ça fait longtemps, ouais. Ouais, 17 ans, c'est énorme! Et du coup, depuis la Franche-Comté, on a débarqué, après plusieurs étapes à droite à gauche, à Los Angeles. Et voilà. Et toi, du coup? Donc moi je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans cette année. Je suis ingénieur en informatique.
Et là, en ce moment, je suis architecte logiciel dans une entreprise qui fait un logiciel pour la télévision. C'est pour ça que j'ai été expatrié à Los Angeles. Ok. Et Et donc, pardon, on a aussi une petite fille, quand Ah même, oui, faut le dire. On a une petite fille on parce que l'oublie. fait partie de la famille, hein, faut le dire. On a une petite fille de 2 ans qui est franco-américaine, du coup, parce qu'elle est née ici. Et un gros berger allemand. Et il faut pas l'oublier parce qu'il prend beaucoup de place dans la voiture. ok. Ok. Donc, vous voyagez à 3, presque à 4, hein, si je peux dire, Quatre, on peut dire à quatre. temps plein Ouais, Mhm. depuis octobre, suite à la mais Le pandémie 1er et à novembre. la... voilà. Depuis le 1er À novembre, travers les États-Unis. à Voilà. Oui, travers les États-Unis, ouais. Et donc, c'est grâce à la pandémie que vous pouvez réaliser ce projet parce que le télétravail est très généralisé. Comme tu le disais, toi, tu peux travailler c'est en ça. tant qu'ingénieur en télétravail. Ok, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis la première fois? Euh, donc pour ça, pour donner un peu de contexte, moi j'ai fait une partie de mes études au Japon. J'ai fait mon master au Japon, donc j'ai un peu pris le go au voyage à ce moment-là. Et à la fin de mes études, on a décidé de partir s'installer à l'étranger. On est parti une première fois en Australie pendant 2 ans. Et à la fin de l'Australie, Charlotte, qui pensait rentrer tout de suite après l'Australie, finalement était là. Oh, mais en fait, où est-ce qu'on peut aller après? Et mon entreprise, je travaille toujours dans la même entreprise, m'a proposé une mutation à Los Angeles pour aller travailler pour l'équipe des Lakers, donc l'équipe de basketball de Los Angeles, sur la chaîne de télé qui diffuse leurs matchs. Et donc, super opportunité. On s'est dit, ok, pourquoi pas. Les États-Unis, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait en tête, mais on s'est dit, super opportunité, on y va. On a passé 3 ans la première fois qu'on est venu à Los Angeles. Et puis au bout de 3 ans, on s'est dit, tiens, et si ça faisait 10 ans ensuite qu'on était à l'étranger au total. On s'est dit, tiens, si on rentrait pour tester. Voilà. On est rentré 3 ans. On s'est installé à Bordeaux pendant 3 ans. Et on est Et j'ai eu reparti. beaucoup de mal. C'est principalement moi. Et parce que Charlotte a trouvé un boulot, ça lui a plu tout de suite. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me réimpatrier au final en France. Et donc, on a décidé de repartir à Los Angeles et on a refait 3 ans supplémentaires avant de démarrer cette aventure au mois de novembre. D'accord, donc on peut dire que vous aimez le voyage, l'expatriation, et puis finalement Los Angeles, vous y avez vécu 6 ans au total, donc vous aviez envie de renouveau, c'est ça? De De voir voir autre autre chose. chose, ouais. Mm. Aussi de sortir de ces grosses villes, en fait. On voulait Hmm. un peu plus, être un peu plus famille, plus petite ville, etc. Mais on connaissait rien du tout aux États-Unis. Donc on s'est dit, ben, on va aller tester, on va aller voir et on va choisir, on va s'installer. Et tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, Jérémy, le fait de rêver ou pas de venir aux États-Unis. Est-ce que toi, Charlotte, c'est quelque chose qui te donnait envie? Est-ce que le rêve américain, c'était votre rêve à tous les deux, ou c'était plutôt l'un ou plutôt l'autre? Alors, moi, c'était même plus que le rêve américain, c'est-à-dire qu'en fait, voyager, j'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que avec mes parents, j'ai jamais voyagé étant petite, à part aller dans ma maison de vacances 2 heures plus loin de chez moi. Et du coup, je parlais pas anglais. Enfin, vraiment, j'avais jamais pensé. Mais quand je l'ai rencontré, je savais depuis le début qu'il voulait partir au Japon. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, hein, moi, je le laisse partir au Japon tout seul, puis j'attends. Mais bon, je me suis retrouvée à aller au Japon avec lui et en Australie. Et bon, j'ai eu très peur avant de partir en Australie. Je parlais pas bien anglais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et finalement, bah, quand on est dans le pays, on apprend quoi. On n'a pas le choix, on y va, on apprend, on découvre et on prend le goût du voyage et on voit des choses magnifiques. Et bah, au bout de 2 ans, je voulais plus m'arrêter quoi. Donc oui, en effet, c'est moi qui ai demandé, mais on va où après? Ah oui. Finalement, j'ai envie de dire, c'est Jérémy qui t'a donné le virus du voyage C'est et de ça. l'expatriation. Hmm. Exactement, ouais. Exactement. Et ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, on a revu un post sur Facebook qui disait, ma chérie, il disait, je suis une bombe à retardement parce que je pense que dans 5 ans, je vais devenir nomade et vivre sur la route. Et moi, j'ai répondu en rigolant, oui, oui, genre, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et 5 ans c'est plus ce que vous tard, on y faites. est. Comme quoi, il faut un peu de Comme ça, persévérance. comme quoi, il m'emmènera n'importe où. Ouais, tu suis à chaque fois et donc ça m'amène à te poser la question de ce que tu fais professionnellement et comment tu arrives à suivre Jérémy partout. Alors moi, à la base, en France, j'étais éducatrice de jeunes enfants, donc je travaillais dans les crèches. Ensuite, en arrivant en Australie, du coup, je me suis mis à travailler dans les écoles privées françaises en tant qu'institutrice.
J'ai fait la même chose à Los Angeles et surtout j'ai toujours dansé en fait à côté, mais comme une passion en fait, jamais professionnellement. Et en arrivant à Los Angeles, c'est quand même la ville où, ben voilà, si vous voulez faire du spectacle, ou de la danse ou de acting, du théâtre, des choses comme ça, c'est l'endroit qu'il faut faire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer? Et du coup, j'ai passé une audition pour une troupe de cabaret français, une française qui tenait ça. Et moi, j'ai jamais fait de cabaret de ma vie, hein. J'ai fait plein de styles de danse, mais jamais de cabaret. Et j'ai été prise parce que j'ai fait de la gymnastique. Et pour le French Cancan, ça aide beaucoup pour marcher sur les mains, etc., faire les acrobaties. Donc, c'était un bon atout pour moi. Et elle m'a tout appris. Et je me suis retrouvée à danser professionnellement, du coup, le French Cancan et le cabaret à Los Angeles pendant 3 ans. Suite à ça, on est rentré en France où j'ai dit, bah non, je ne retournerai pas travailler dans les crèches. Non, je n'ai pas envie. Donc, j'ai passé des auditions. J'ai aussi dansé dans un cabaret en France pendant ces 3 années. Et voilà. Donc, c'était ce que je faisais le plus, c'était danser dans des cabarets, danseuse professionnelle. Et en revenant, en ayant ma fille, en ayant la grossesse, ça s'est un peu ralenti. Et j'ai continué à travailler un peu à droite à gauche en donnant des cours de danse, en fait, dans les écoles françaises. Ou pas, d'ailleurs, des cours de danse pour les enfants. Donc, j'ai mélangé, en fait, les deux métiers pour en faire un nouveau. Ah, c'est très malin. Voilà. Et quand on a démarré le road trip, du coup, avec la pandémie, du coup, les écoles ont fermé, les spectacles se sont arrêtés. Donc, moi, j'avais plus rien. Je donnais des cours de français encore en ligne de temps en temps et des cours de danse en ligne. Mais voilà, ça s'est vite arrêté. Donc, du coup, je suis maman à temps plein maintenant. Et youtubeuse. Et du coup, youtubeuse, si on peut dire, et instagrammeuse. Donc, du coup, on fait un autre métier. Super, super. Je vois que vous avez su rebondir. Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Votre vie de nomade, comment ça s'organise? Alors, on est des nomades, pas forcément dans le sens traditionnel comme les gens peuvent le penser. On vit pas dans un van, parce que forcément on est 4 avec le chien, donc ce serait difficile dans 5 mètres carrés d'avoir une vie de famille. Donc on a pris le pari de faire du Airbnb. En fait, on change de Airbnb toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça me permet d'avoir un espace de travail, moi, pour travailler à distance et d'être installé quand même relativement confortablement. On se fixe le budget qu'on avait comme loyer à Los Angeles. C'est l'avantage de vivre dans une grande ville. On avait un loyer assez élevé, du coup, on a un budget assez correct pour faire du Airbnb. Mais ça nous permet quand on va dans des villes plus petites, de faire ça. Voilà. Et en fait, on a mis la plupart de nos affaires soit à Los Angeles et sont dans un garde-meuble, du coup, parce qu'on est parti un peu sur un coup de tête, donc on a un peu tout laissé dans le garde-meuble, on n'a pas vendu grand-chose malheureusement. Et maintenant on le regrette du coup parce qu'on se dit mais on paye tous les mois pour des choses qu'on n'utilise pas. On est parti, on va pas revenir pour les vendre, hein, donc on va continuer. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'on devient minimaliste en fait en faisant ce genre de vie parce que on a dû tout mettre dans une voiture. Donc on a une valise chacun, une caisse de jeux pour la petite, une caisse de nourriture pour le chien. Et étonnamment, vous allez rigoler, mais on a un Thermomix pour la cuisine. Non. Si, parce qu'on est français, donc on aime bien manger, qu'on soit d'accord. Et en fait, on l'avait acheté juste avant de partir. Et on voulait pas leur vendre pour une bouchée de pain. Et on s'est dit, en fait, c'est vrai que quand on arrive, qu'on soit à l'hôtel, parce que ça nous arrive de faire des hôtels, qu'on soit à l'hôtel ou qu'on soit dans des Airbnb, c'est pas toujours aménagé. Nous, on arrive, on le branche et on peut cuisiner tout. Voilà. Hop. On fait tout. On fait nos yaourts, on fait le pain, on fait tout. Donc, comme si on était à la maison. Ouais, finalement, vous avez l'impression de changer de maison toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Vous êtes chez vous C'est partout. comme ça qu'on le présente à notre fille. En plus, on lui dit ce week-end, on change de maison. Voilà. Et est-ce qu'elle se pose des questions? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, vraiment, elle va avec le flow. Elle adore parce qu'elle rencontre plein de gens. On essaye de tenir nos distances, mais souvent, quand on va au playground, il y a souvent des enfants au parc, donc elle rencontre quand même des gens. On fait beaucoup de choses. On est tout le temps dehors. On est tout le temps dehors. On va visiter les attractions locales, on va dans les zoos, les aquariums. Donc elle voit plein de choses. Elle s'éclate. Oui, puis on a essayé de garder son petite habitude, c'est-à-dire qu'au début, elle a 2 ans, donc au début, quand on est parti, elle avait son lit parapluie, parce qu'on voulait essayer qu'elle ait un repère, donc elle a toujours son lit parapluie, sa couverture, son doudou, enfin comme tout enfant, mais on lui recrée en fait sa chambre à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle maison, pour qu'elle ait des repères. Bon, maintenant, elle est plus grande, elle dort dans les lits de la maison, dans les lits normaux, quoi, et du coup, c'est vrai que pour elle, c'est bon, on change de maison, on arrive... Et on a quand même une routine qui est assez rapide maintenant, c'est-à-dire que le plus dur dans cette vie, c'est quand même de charger et décharger la voiture.
parce que bon, ça prend quand même du temps. Donc, on sait que tous les vendredis soirs, on va être en mode on charge. Et maintenant, chacun a sa mission et du coup, ça va assez vite. Et décharger, surtout, ça va vraiment mais hyper vite. Donc, on arrive, on descend, on pose et hop, on met dans les placards et on est chez nous, en fait. Qu'est-ce que Ça va vous très, très aimez le plus dans cette façon de vivre? Je dirais, pour moi, c'est le fait qu'on s'ennuie jamais. En fait, bien, c'est ça. comme on change toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de logement, en fait, on se force à moi à me lever tôt, par exemple, pour aller faire des photos. J'aime bien aller faire des photos au lever de soleil. Donc ça me force à me lever tôt et à aller visiter les environs. On se force aussi le soir à sortir quand Mia se réveille de la sieste. Tout de suite, allez, on prend 1 heure ou deux. Je mets le travail entre parenthèses. Pareil, c'est le luxe de pouvoir travailler de la maison, c'est aussi de pouvoir choisir ses horaires. Donc, bah, quand Mia est réveillée, on file dans la voiture, on va visiter quelque chose pendant 2-3 heures, le temps qu'elle soit réveillée. On mange, ensuite elle va au lit, et puis moi je recommence à travailler plus tard le soir. Mm. Donc, c'est le fait qu'on n'ait pas de temps mort et on regarde presque plus la télé. Non, on n'a plus le temps, en fait. On fait On vraiment n'a plus le temps. que de visiter et c'est chouette, quoi. Et vous vous projetez sur combien de temps à avoir ce rythme de vie-là? Ouais, Au départ, ouais. on pensait faire ça sur un On an. pensait faire le tour en un an. On a la carte à la base qu'on a fait, ouais, on pensait faire le tour en un an. Donc, Des mais États-Unis? oui, Ouais. ouais, la C'est tour des c'est une États-Unis. boucle qui revient à Los Angeles, On notre passe voyage. pas trop par le milieu. Enfin, en fait, déjà, on passe pas par New York parce que déjà, on sait que c'est une ville où on voudra pas s'installer parce que c'est pas du tout notre style et on l'avait déjà visité. Du coup, on va un petit peu plus dans les terres, en fait, à l'intérieur. Mais après, ouais, on remonte au glacier Seattle. Seattle et après on redescend. Et ça, normalement, ça devait nous prendre un an. Mais À peu au près. fur et à mesure des avancées, et on rencontre des nouvelles personnes et des gens qui nous disent «Oh, vous devriez voir ça et vous devriez voir ça». Et du coup, la liste des choses à faire et des villes à visiter s'agrandit. Et je pense qu'à cette vitesse, on en aura pour 2 ans, au moins. Ah, je Au sais moins pas. 2 ans. Donc, vous avez absolument pas de deadline pour ce projet finalement. Vous vous êtes Non. donné un an, mais si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Et si dans 2 mois vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Ouais. Ok. C'est ça, c'est le côté Mhm. hyper flexible de Très ça, c'est libre. qu'on est libre d'arrêter. Si on en a marre, ben, on prend une maison, un loyer, on revient à une vie normale et Ouais. voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faire que vous allez en avoir marre à un moment donné? Est-ce qu'il y a quand même des inconvénients ou pas? Ouais, Euh, si, il y a des inconvénients, il y en a dans toutes les vies, hein, il y a des inconvénients. Je dirais qu'il y a bon, charger, décharger. c'est quelque Malgré ce chose. que Charlotte a dit et le fait qu'on ait un bon rythme, ça peut être fatigant quand même de faire ça tout le temps. De vivre toujours avec les mêmes affaires aussi. Je pense qu'on on aura peut-être un peu marre de mettre les 5 mêmes t-shirts, etc., etc. Et cetera. Et puis, quand on regarde, on est en dessous de notre budget de loyer à Los Angeles pour le moment, mais clairement, vu qu'on est sur du Airbnb, on surpaye par rapport aux villes où on va si on prenait une maison de manière traditionnelle. Donc long terme, financièrement, c'est pas intéressant de rester dans ce mode-là. C'est vraiment temporaire pour visiter. Et je rajouterais aussi, c'est que c'est quand même une vie qui est un peu solitaire, parce que je veux dire, quand par exemple on est en van, quand vous vous arrêtez sur des aires pour dormir le soir, vous avez d'autres voyageurs qui sont à côté de vous, que vous pouvez rencontrer, vous pouvez discuter, donc vous faites partie d'une communauté. Là, le problème d'être un petit peu d'Airbnb en Airbnb, c'est que ben, en une semaine, c'est très difficile de connaître ses voisins, c'est pas évident. Et du coup, c'est vrai que rencontrer des gens sur place pendant une semaine, ben, c'est difficile, quoi. Donc c'est une vie qui est un peu solitaire quand même. Mm. Donc Mhm. maintenant, grâce à Instagram, je rencontre des expatriés ou des gens qui vivent dans certaines villes. Donc quand on arrive dans ces villes-là et qu'on est en contact, on peut aller les rencontrer et les rencontrer, avoir une vie sociale, on va dire. Mais sinon, c'est quand même assez solitaire comme mode de vie, quoi. Bon, la pandémie n'aide pas, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est quand même assez solitaire. Donc ça, je pense que c'est un truc qui nous manquera sur le long terme. Malgré le fait qu'avec votre fille, ce soit peut-être plus facile de rencontrer des gens, tu disais notamment au parc, etc., vous ressentez quand même la solitude. Et est-ce que les gens ne viennent... Ouais, il y a la pandémie, mais est-ce que les gens viendraient vers vous, même sans la pandémie, vous pensez ou pas? Bon, bah moi,
je pense que, par exemple, quand je vais au parc, oui, ce serait plus facile de rencontrer d'autres personnes. On en a rencontré des personnes, des locaux. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que du coup, on va au parc avec la petite et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui habitent sur place. Et on a eu, même en une semaine, on va dire, quand on raconte notre histoire, les gens sont super intéressés, parce que comme tu disais, c'est un peu différent, atypique, voilà. Donc les gens sont super curieux et on arrive à faire des connaissances. Mais bon, voilà, par exemple, hier, on a rencontré un Français, on marchait dans la rue de Charleston et en français, et le voisin nous a interpellés parce qu'il était lui aussi français. Il n'y a pas beaucoup de Français dans le coin, donc il était ravi de parler français. Donc on s'est vu pour boire un verre, mais on s'est vu hier soir et on part demain. C'est-à-dire que voilà, on l'aurait rencontré 2 semaines plus tôt, on aurait peut-être pu le côtoyer, mais on sait jamais quand on va rencontrer les gens et du coup ça dure rarement très longtemps, quoi. Ça va être une soirée et mais c'est super intéressant du coup, hein. Mais Ouais, finalement, c'est éphémère et ça a une vie un petit peu de... Ouais, c'est une vie de road trip, de voyage, mais finalement, vous avez quand même le confort du Airbnb. Vu la durée, en même temps, il vaut mieux que vous ayez un petit peu de confort, même si vous allez le ressentir au niveau des vêtements, des objets. Il y oui, a des bien petites sûr. choses on commence à avoir envie de changement, c'est humain, je pense, mais c'est vrai que c'est un super travail sur soi d'apprendre à être minimaliste, d'apprendre à s'adapter à chaque nouvelle ville, à chaque nouvelle cuisine. Tu disais, bah, j'ai mon Thermomix. Bah, ton Thermomix, en fait, c'est ton repère. Comme, Voilà. comme ta fille, elle a son doudou et son lit parapluie. Et toi, tu as ton repère, c'est ton bureau, ton ordinateur, c'est ton travail, c'est ton Voilà, rythme, ton obligation finalement pour faire vivre la famille. Hein. Voilà, c'est il faut le dire. Mais non, c'est super. C'est super. Donc, on a parlé des avantages, des inconvénients. Est-ce que du coup, vous arrivez quand même vraiment à visiter et à découvrir le pays comme vous l'aviez imaginé ou est-ce que c'est différent de ce que vous vous étiez imaginé? Moi, je pense que c'est à peu près pareil. J'ai l'impression que je vois beaucoup de choses. En fait, au départ, on organisait beaucoup. Dans chaque ville où on arrivait, on disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a regardé? Je regarde à l'avance les choses touristiques, etc. Et en fait, on n'a pas le temps, quoi. On est là qu'une semaine et c'est impossible de tout faire. Donc, on se mettait une pression pour essayer de tout voir et Ouais. on s'est dit, non, mais Au départ, ouais. on peut pas tout voir. Donc, il faut go with the flow, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut aller, on verra, voilà, on y va, on regarde sur la carte, il y a un parc sympa à côté, on va se faire une balade, on a une bonne surprise, on s'y attendait pas. Et au final, les endroits qui sont des fois les plus touristiques, on les fait pas, en fait. Ouais, vous n'avez pas une checklist, vous imposez Non. pas des choses à faire, ok. On essaye de faire les gros Oui, trucs de la région. Donc, s'il y a un parc national pas loin, on essaie de le faire parce qu'on est de passage et tant qu'à faire, voilà, on essaie de le faire. Mais on essaie de se focuser vraiment sur la vie, à quoi ressemblerait la vie dans cette ville, parce que oui. c'est C'est le but, l'objectif. en fait, aussi, Donc, ouais. il y a certaines villes qui nous ont beaucoup plu, par exemple. On est allé jusqu'à visiter des maisons à vendre pour avoir un peu une idée de ce qu'on pourrait acheter comme maison. On a visité des écoles pour Mia, par Ouais, exemple, de se dire, ouais. tiens, elle pourrait peut-être aller dans cette école de quartier. Mais ça dépend un peu du feeling qu'on a avec la ville à ce moment-là. Donc, il y a des villes où on passe, on sait très bien qu'on n'y vivra pas. Très rapidement, en fait, on peut très rapidement se forger une opinion. Et il y en a d'autres où on dit, tiens, là, on a déjà prévu dans l'itinéraire certaines villes, on sait qu'elles remplissent plus de critères objectifs. On sait déjà que voilà, on a fait notre recherche avant sur le prix des maisons, sur les écoles et des choses comme ça. Donc on sait que voilà, ça coche plein de cases. Donc on dit, on va passer un peu On va plus de rester un temps peu plus pour longtemps, voir. voilà. Donc c'est des villes où on reste 2 semaines typiquement. Voilà. Et est-ce que pour l'instant, vous avez déjà une petite liste établie? Oui, Ouais, oui, on a un top 3, je dirais, ouais, mais pas forcément dans l'ordre, mais on a un Hmm. top 3 des villes qui nous ont vraiment plu. C'est San Antonio au Texas. au Texas, Ouais, Austin au Texas aussi, et Saint-Pétersbourg qui est dans la baie de Tampa en Floride pour le moment. Notre top. top 3. Top 3. Ok. Mais après, Bah, si ça peut inspirer d'autres gens, ils ont on sait votre jamais. top 3. Vous n'avez pas encore fini le tour, mais pour l'instant, on en est là. On Hmm. en est à la moitié, je pense, du tour, à peu À près. peu près, ouais. Ouais, à peu près à la moitié. Il y a d'autres villes qui nous ont plu, mais on s'est pas forcément projeté dans la vie de tous les jours. Non, voilà, ouais. Et donc, le jour où vous êtes projeté, votre Mhm. projet, c'est d'acheter une maison et de vous installer et d'y rester le temps que vous en ayez marre. C'est Si j'ai ça. bien C'est ça. compris. Ouais, c'est ça, en fait. Vu En que fait, lui, je il vous en ai a marre. hyper bien cerné. Disons que vu qu'il lui, il en a marre au bout de 2 ans en général, on va se poser, mais ça va peut-être, on espère dépasser les 2 ans. On espère.
Non, mais C'est- je critiquerai pas du tout et je jugerai pas parce que je suis exactement pareil. J'ai du mal à rester Voilà. longtemps quelque part et je m'ennuie super vite. Donc, je comprends à 100% et c'est pour ça que ça m'intrigue aussi beaucoup. Et bizarrement, vous avez choisi 2 fois le Texas. Alors, Oui. pourquoi le Texas? Parce qu'on peut avoir des clichés Oui, sur cet État. on en avait d'ailleurs, hein. Notamment, enfin, personnellement, j'en ai, notamment par rapport au côté racisme. Est-ce que vous avez ressenti des choses? Et quelles sont les choses qui ont fait que 2 villes du Texas soient dans votre top 3? Bah, alors, beaucoup de ces clichés, c'est vraiment des Oui, clichés pour le coup. Et dans les villes, autant le racisme, effectivement, on peut le sentir peut-être un peu en campagne. Mais dans les villes en elles-mêmes, c'est assez mixte. San Antonio, c'est une ville assez grosse, hein, c'est 1,5 million d'habitants. Et c'est très mixte, c'est très proche de la frontière mexicaine, donc il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. C'est assez mixte et c'est une ville très touristique, donc il y a énormément de brassage culturel. Donc non, c'est assez ouvert. Austin, Austin, c'est très jeune. C'est un peu la nouvelle Silicon Valley. Il y a beaucoup de gens de Californie qui s'installent à Austin. Du coup, c'est un côté hyper jeune et dynamique. Et c'est beaucoup de gens tolérants de base qui s'y installent. Donc, ça crée cette atmosphère un peu sympa, Mmh. un peu bourgeoise, un faut peu le dire. bourgeoise, ouais, quand Mais du même, coup, c'est hein. assez, c'est très safe comme ville. Donc, ça a vraiment de bons côtés. C'est vraiment, je pense que le mot, c'est dynamique, quoi. Oui, Vraiment. pour moi, c'est une ville qui est gérée par des trentenaires, quoi. C'est Mm. vraiment ça. Et c'est beau. Le centre-ville est bien aménagé. Il y a beaucoup de points d'eau parce que dans plusieurs de nos critères, on veut vraiment un accès à l'eau Il y a la et à nature. la nature assez facilement. Donc, c'est ce qui manque quand on est dans une grosse ville, en fait, on va dire. Donc, il faut trouver une ville pas trop grosse, en même temps assez grosse pour avoir des écoles françaises, un aéroport pour rentrer en France. Enfin, voilà, il y a pas mal de juste milieu à trouver. Et ces 2 villes-là répondaient pas mal aux critères. Et Financièrement, c'est voilà, encore relativement abordable toutes les deux. au niveau des... C'est un gros atout. Puis le Texas, c'est un État très libre. Donc l'état d'esprit, finalement, je fais ce que je veux tant que je dérange pas les autres. C'est assez plaisant aussi, hein. Après, il y a des choses qui dérangent, hein. Par exemple, le port d'armes. Ouais. Bon, bah, moi, on n'a pas vu de personnes qui se baladaient avec des armes. Enfin, on n'a pas peut-être prêté attention assez, mais voilà, il y a les cow-boys. Oui, ils sont là. Quand on va vers Dallas, on est allé dans une ville où il y avait des cow-boys. Ils sont bien là. Quand on va dans la campagne, on voit les ranchs avec les barrières blanches. C'est exactement ce qu'on s'imagine. Après, au niveau du racisme, on a eu l'occasion de tester. On était à San Antonio, du coup, et on s'est garé. Alors, il faut savoir qu'on a la plaque californienne sur notre voiture. Et comme disait Jérémy, les Californiens sont pas du tout bien vus à Austin et à San Antonio parce que ben, on arrive avec nos forts loyers, on investit les lieux, on achète des maisons et on fait monter les prix et bah forcément ça plaît pas trop aux locaux. Et du coup, bah nous on a débarqué avec la plaque californienne et une dame est venue nous aborder sur un parking. Alors elle a quand même laissé sa fille à l'autre bout du parking pour venir nous voir et nous dire vous venez de Californie? On lui dit oui, plus ou moins, on est français, etc. Bon, bah, je venais juste vous dire qu'ici on vote pour Trump, on est très conservateur, mais après vous êtes vous êtes les bienvenus, quoi, mais passif-agressif, assez violent. Et elle nous a très bien fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus ici et qu'il fallait qu'on rentre de là où on était parti, quoi. Donc, c'était gratuit et On a aussi c'était. rencontré des gens qui étaient À charmants. côté de ça, voilà, on a rencontré des gens charmants. Donc, il y a les deux, on va dire. Voilà. Alors, Charlotte et Jérémy, maintenant qu'on a évoqué les avantages, les inconvénients, les plans, etc., est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui auraient elles aussi envie de se lancer dans un projet tel que le vôtre, avec une découverte sur du long terme, un voyage comme ça, si ça fait peur à ceux qui n'ont pas envie d'avoir un van, voilà, prendre un Airbnb Ouais. hors pandémie, c'est possible. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui auront envie de se lancer dans une aventure aussi atypique que la vôtre? Alors moi, je dirais que c'est plus facile que ce qu'on le croit, ce mode de vie en fait. Pour moi, c'est un intermédiaire. Donc comme tu l'as dit, il y a il y a la van life où on a un camping-car et on vit dans notre camping-car et c'est le plus économique, c'est le plus facile. Mais après, c'est un énorme pas à franchir que de choisir de vivre dans un camping-car. Nous, on n'était pas prêts pour le faire en fait. On ne se sentait pas à l'aise de vivre dans un espace si réduit pendant si longtemps. Et du coup, de vivre de cette manière en Airbnb, c'est un voyage intermédiaire.
peut-être qu'on en viendra à vivre dans un van au final, parce qu'on se rendra compte que c'est plus rentable. Mais pour démarrer, ça demande aucun investissement au départ d'argent. Il n'y a pas besoin d'acheter un camping-car. Non, nous, on a gardé notre voiture. Et ensuite, si vous avez un loyer à payer, eh ben, c'est juste vous déplacer votre loyer ailleurs. Vous gardez en fait votre mode de vie, en fait on fait plus d'économies même parce que du coup on ne s'inscrit plus forcément à des activités, on fait autre chose. Quand on veut partir en vacances, on n'a plus de budget vacances vu que de toute manière nos vacances sont là où on habite en fait. Donc on enlève ça et ça se calcule par rapport à votre budget et après à vous de voir dans quel pays c'est possible de le faire par rapport à votre budget. Les États-Unis c'est quand même un budget assez élevé, faut le dire. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. En plus, au niveau du visa, c'est très compliqué pour avoir un visa sur le long terme comme ça. Maintenant, il y a d'autres pays avec les visas vacances-travail, par exemple, où c'est beaucoup plus facile. Et notamment, si vous allez vers l'Asie, bon, bah, du coup, le coût de la vie sera tellement moins élevé qu'avec votre petit budget, vous pourrez vivre comme des rois, quoi. Donc, ça se fait. À partir du moment où il y a un travail à distance et un revenu assuré, ben voilà, ça se fait. Faut pas hésiter, faut tenter. Et on va passer maintenant à la dernière partie de l'interview, qui est la petite interview dans l'interview. Et alors, je vais vous poser la question à tous les deux. Quel est votre endroit préféré dans le monde? C'est dur ça. C'est dur, hein? Ah ouais, mais sans hésiter. Bon, on n'a pas fait tout le monde, hein, on est d'accord, mais sans hésiter sur ce qu'on a fait, moi je dirais l'Australie. Moi, ce serait la ville de Kyoto au Japon et l'île de Hawaï aux États-Unis. Ouais. Des îles. Oui, c'est plus les îles, ouais. Quelle est votre meilleure découverte culinaire aux États-Unis? Surtout, vous avez fait pas mal d'États, donc vous avez eu l'occasion de goûter pas mal de choses. Quelle a été votre meilleure découverte? Alors, on a eu la chance de faire au Texas les barbecues texans. Donc, le brisket, c'est-à-dire la viande de bœuf fondue dans le fourneau là pendant des heures, c'est juste un bonheur. Ouais, voilà. Ça, c'était vraiment le coup de cœur. En plus, on en a profité parce que maintenant, on est passé végétarien. Du coup, on a eu le temps d'en profiter avant de décider de passer végétarien. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est vraiment délicieux. Et à l'inverse, quelle est votre pire découverte culinaire? Oh, le McDonald's. La fast-food. Le fast-food, le McDonald's américain, c'est pas possible. C'est pire qu'en France? Ah oui, ça n'a rien à voir. Et, on ne peut pas savoir. En fait, dans le burger, déjà, quand tu manges ton steak, tu as des bouts durs dedans, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu ne sais pas si tu manges la salade ou la viande. Ok. À la Défense, il y a beaucoup d'autres chaînes bien sûr. qui sont mieux que ça et qui sont finalement moins connues. En fait, McDonald's, c'est la chaîne la pire des États-Unis, mais même pour les Américains, en fait. Et dernière question, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Alors, une anecdote en rapport avec votre mode de vie actuel. J'en ai une. Vas-y. Si vous venez ça fera voix de conseil en même temps. Si vous venez aux États-Unis, on était au Nouveau-Mexique. On sortait du parc qui s'appelle White Sands National Park. Donc c'est des grandes dunes de sable très blanc. Et on avait loué une petite luge pour faire de la luge sur les dunes. Et il fallait les rendre à 5 heures le soir. À l'office de tourisme. À l'office de tourisme qui est juste un peu en dehors du parc. Et donc, on était juste un peu à la limite. Bon, quand on a des enfants, forcément, on est toujours un peu plus à l'arrache sur le timing. Et donc, on était un petit peu en retard. Et donc, je roulais à la vitesse autorisée. Mais quand je suis arrivé au niveau du passage des gardiens de l'entrée du parc, il y a un très fort ralentissement. En fait, ça passe de 110 km/h quasiment d'un coup à 30 km/h. Et donc moi, quand j'étais à 110, j'ai levé le pied, mais j'ai pas ralenti assez. Et donc, je suis passé devant la cabine des gardes un peu plus vite. Et je me suis fait arrêter et je me suis pris une belle amende parce que je roulais un peu trop vite. Donc, le conseil que je peux donner, c'est respecter bien les limitations de vitesse dans les parcs. Non, et surtout, ce qu'il faut préciser aussi, qu'il n'a pas dit, c'est que c'était une limite de vitesse qui était tellement haute que dans certains États, ils rigolent vraiment pas avec ça. Et en fait, le mec nous a dit qu'il pouvait nous retirer notre permis là, directement, sur le coup. Et c'était pas que l'amende, quoi. C'était beaucoup plus, c'est passé devant le juge, etc. Donc, ils rigolent pas avec les limites de vitesse dans certains États. Et ils connaissent les touristes et ils vous attendent à la sortie des parcs pour mettre les tickets. Donc, bon, ils ont été gentils avec nous, ils ont mis que l'amende, qui était très élevée, mais tu peux risquer beaucoup plus. Ouais.
Faut Et pas est-ce qu'il y a donner une ça. autre anecdote un peu plus fun à raconter? Qu'est-ce qu'il y avait? Non, oui, on s'est mariés à Las Vegas et d'ailleurs, on s'est mariés 3 fois, faut Ouais. le dire quand même. 3 fois? Oui, Oui. on s'est mariés à Las Vegas. On s'est mariés. Alors non, je triche parce qu'elle paxe. On s'est paxé, on s'est mariés à Las Vegas et on s'est mariés après en France. Donc en tout, D'accord, donc marié 2 fois. Mais voilà, mariés paxé en France déjà? C'était ça? paxé en France, ouais. Mais oui, du coup, on s'est mariés à Las Vegas, que moi je suis venue en visa, faut pas trop le dire, hein. Je suis venue en visa touriste. Et Ah je bah me ça va être dans l'épisode du coup, on le dit ou on le dit pas? Ah bah voilà, Ah! tout le monde va savoir, ne le dites pas en anglais. Et je me suis mariée du coup à Las Vegas. On s'est mariés à Las Vegas et c'était super sympa. On s'est pas fait marier par Elvis. C'était le sosie de Magnum, je crois. On lui ressemblait beaucoup. Et on a loué une limousine qui est venue nous chercher, qui nous a emmenés dans la chapelle, etc. Et on était une 12aine de personnes et franchement, c'était juste super. Donc ça, c'était C'était votre super. premier Ouais, mariage, c'est ça? ouais. À Las Premier Vegas, mariage. c'était une volonté de votre part de faire ça à Vegas? C'était un rêve? Pas vraiment, mais en fait, on n'était pas, je pense, prêts psychologiquement à Ah, se dire on va ouais. vraiment se marier à ce moment-là. Du coup, on s'est dit, on va faire ça à Vegas. C'est un peu comme une blague et on en avait besoin pour les papiers pour que Charlotte puisse rester avec moi. Et on a fait vraiment en mode blague, hein, Et on a fait vraiment en vraiment. mode very bad trip en fait. C'était Donc, vraiment ça, voilà. Moi, j'avais une robe rose de princesse ridicule. Lui, il avait un t-shirt de hippie avec le costard par-dessus. Non, c'était pas du tout sérieux. Ma bague, c'était des amis qui l'ont choisi dans la boutique de souvenirs, en fait, avant d'aller au mariage. Non. J'avais droit à un énorme papillon volumineux et lui, ils lui ont choisi un super beau scorpion en bronze. Donc, c'est pas du tout, c'était vraiment en plus des adolescents qui vont faire la fête à Las Vegas et qu'on profite pour signer un papier, voilà. Ouais. Et c'était vraiment une bonne expérience. Bon, bah c'est marrant. Bon, bah merci beaucoup Charlotte et Jérémy pour cette interview. J'étais ravie de vous avoir. Eh ben, Nous écoute, aussi. c'était super sympa d'être ici. Merci encore de nous avoir invités. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!